Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Virginie a 43 ans et elle est maman de 2 enfants. Elle est coach formatrice et hypnothérapeute. Virginie faisait partie de ces personnes qui ne savaient pas ce qu'elle voulait faire plus tard, mis à part quand elle était petite, travailler dans un bureau, avoir des horaires fixes et un salaire. Elle choisit des études de communication parce qu'il faut bien choisir quelque chose et elle obtiendra des boulots de salarié en tant que chef de produit et chef de marque dans différentes entreprises. Mais après des bilans de compétences, il va ressortir qu'il lui faut un métier beaucoup plus tourné vers l'humain. Et lorsqu'on lui parlera d'hypnose, domaine auquel elle n'avait pas pensé, ce sera une évidence, une révélation. Elle se forme et la voilà partie dans cette aventure et elle sera enfin pleinement alignée, pleinement à sa place. C'était une interview passionnante dans laquelle justement on aborde la question de l'alignement. Elle nous donne aussi des techniques pour se recentrer sur soi, se ressourcer ou comment faire lorsqu'on doit prendre une décision importante. C'était un épisode super intéressant, riche d'infos, de conseils et de partage. Et je vous souhaite de découvrir tout ça dès maintenant. Belle écoute! Salut Virginie! Salut Bénédicte! Je suis ravie de te recevoir sur le podcast de Brille et Pétille. La question traditionnelle du podcast, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Alors, qui je suis? J'adore cette question. Donc moi je suis Virginie Péché, donc j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants et je suis une femme. Voilà, déjà je crois que je suis une femme et ça c'est important de le dire et de se le rappeler. Je suis une femme, je suis entrepreneur et je suis coach formatrice et hypnothérapeute. Ok. Voilà. Super. On va revenir un petit peu sur tout ça. J'aime bien connaître un petit peu le parcours de mes invités. Donc, si tu veux nous raconter un petit peu ton parcours à partir du moment où tu le souhaites, c'est toi qui vois. À partir d'où je te laisse nous raconter wow. ta vie. Waouh, à partir d'où? Alors, à partir d'où Waouh, ça c'est une vaste question. Alors, moi je suis hypnothérapeute et coach, surtout coach formatrice depuis 3 ans après une reconversion. Donc je vais prendre les choses à l'envers. Moi j'aime bien faire les choses dans l'autre sens. En général on le fait dans l'autre sens, mais oui, mais là tu vois ça vient comme ça et voilà, mais c'est justement ça. Voilà, ce qui est important pour moi c'est justement être soi, être libre d'être soi et donc et de faire les choses comme elles viennent. Et là je vais te raconter les choses à l'envers. Écoute, donc moi je suis dans ce métier-là, dans ce domaine passion. Depuis 3 ans pour vraiment accompagner les femmes et les hommes aussi, mais avec quand même une affinité, une sensibilité particulière pour les femmes, pour les aider à être libres, à les accompagner, pour exprimer leur pleine puissance et leur plein potentiel de dingue. Les hommes aussi ont ça, hein, je fais quand même une aparté pour les hommes. Mais vraiment, évidemment, ça me touche plus parce que je suis une femme et parce que ça vient aussi en écho avec ma propre évolution personnelle. Et tout est étroitement lié en fait, hein, on le sait quand on est entrepreneur. Déjà dans sa vie, quelle qu'elle soit, le travail est souvent lié au personnel, mais je crois que c'est d'autant plus le cas quand on est entrepreneur et je crois que notre entreprise, notre développement de business suit aussi le développement de notre propre évolution, exactement, de notre propre histoire à nous. C'est vrai. Et moi je le vois tellement concrètement dans ma vie de tous les jours quoi. Mon travail, en tout cas mon activité évolue vraiment avec moi. Et donc, mon évolution, c'est ça, c'est que j'ai travaillé, moi à la base, donc je suis de Montpellier, j'ai fait des études universitaires. J'ai jamais trop vraiment su quoi faire. J'ai toujours été fascinée, admirative, envieuse même des gens qui savaient quoi faire. Parce que moi, je ne savais absolument pas quoi faire. Les gens qui savaient dès le lycée, même avant, dès le collège. Et quand tu étais petite ? Est-ce que tu savais, est-ce que tu avais des rêves comme des rêves de petite fille ou... Alors, elle est marrante ta question parce que, ce qu'on me disait quand on te demande quand t'es petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande ? Et moi, je répondais, je veux travailler dans un bureau et avoir un salaire. Ah oui, donc la pensée argent quand même aussi. La pensée sécurité, je crois surtout. Ah ouais. La pensée sécurité parce qu'en fait, moi j'avais des parents qui étaient commerçants, qui travaillaient beaucoup. À leur compte alors du coup ? Tous les deux à leur compte, qui travaillaient aussi ensemble. Et j'avais plutôt l'image en fait du travail qui était qu'on devait travailler beaucoup
pour gagner de l'argent, en tout cas pour gagner sa vie, qu'on partait pas en vacances, qu'on finissait très très tard. Ah oui, donc grosse valeur travail et... Ouais, travail dans le sens labeur, en même temps c'était aussi un travail passion pour mes parents. Et en même temps, moi, de ma vision d'enfant, de ma vision de petite fille, c'était plutôt le travail quand on est commerçant, quand on est patron. Quand on est patron, on travaille beaucoup, on gagne pas forcément des cents et des mille et on travaille tard, on part pas en vacances, etc. Donc voilà, je me rappelle vraiment de ça, ça m'a marqué et c'est drôle en fait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je veux travailler dans un bureau en fait. Moi, mon ambition dans la vie, c'était avoir des horaires fixes. C'est marrant. Terminer à 17h. Et avoir un salaire. Et savoir que chaque mois, j'allais avoir, et que ça allait être régulier, que ça allait être, j'allais dire, stable. Voilà, c'était vraiment cette stabilité. Et en même temps, je rêvais aussi d'avoir un restaurant. Voilà. C'est-à-dire que j'avais un petit peu des envies, je pense que ça, c'était la vraie envie, tu vois, qui s'exprimait là. C'est ça. Le restaurant, le l'envie du cœur, elle était là, sur servir les gens, sur faire cuisiner des choses pour eux, créer des choses pour eux, mettre un environnement, un cadre agréable, les cocooner, voilà, etc. Et en même temps, en vrai, je voulais être dans un bureau, quoi. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais juste dans un bureau. Okay. Tout ce que mes parents n'étaient pas. Ouais. Et mais j'avais pas vraiment de vocation. J'ai jamais eu ni l'envie d'être médecin, ni l'envie d'être vétérinaire ou je ne sais quoi. Et donc, je me suis retrouvée à suivre un peu. J'ai toujours suivi le flow, en fait. Ouais. J'ai suivi, j'étais plutôt bonne élève. Voilà, ça se passait plutôt bien. J'avais pas trop à forcer. Voilà, j'ai suivi. Je suis allée à la fac de lettres de Montpellier, à l'université de lettres, dans l'information et la communication, donc quelque chose de très très large. J'ai toujours cherché le chose le plus large possible pour m'ouvrir le plus de portes, parce que en fait, choisir quelque chose, c'était compliqué. Donc voilà, la voie qui allait m'ouvrir, qui allait être la plus large possible. Et puis en DESS, à l'époque, parce que donc j'ai 43 ans, je le rappelle. Et donc, à l'époque, c'était le DESS, donc pour la 5e année, donc le Master 2. À la fin de mon cursus, je me suis dit, quand même, là, ce serait bien d'avoir un truc un peu concret, quoi. Parce que des thèses, j'en avais fait un petit paquet. Enfin, des mémoires, j'en avais fait un petit paquet. Et là, t'avais pas... En grandissant, ça s'éclairait pas dans ta tête ? Non, toujours pas. Toujours pas. Non, toujours pas. C'est-à-dire qu'à 22 ans, je ne savais toujours pas quoi faire. Hein. Non, mais alors je dis ça, tu sais, mais alors moi, jusqu'à je sais pas quel âge, j'étais comme toi, de toute façon. Ouais, mais c'est ça, Et en fait, ce qui me plaisait, c'était les médias, c'était la communication, c'était le monde, c'était la culture, j'étais curieuse, en fait. Les langues, ça me parlait. J'adorais l'anglais. Donc, c'était plutôt... Mais j'avais pas vraiment d'idée fixe, quoi. Donc, je me dis, pourquoi pas journalisme, pourquoi pas interprète, pourquoi pas... la communication, ça commençait à s'ouvrir un peu, mais sans avoir vraiment d'idées très très précises, quoi. Ça t'inquiétait ? Ah, pas du tout. Tant mieux. Mais alors, pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que j'ai quand même toujours eu cette espèce de confiance. Ah, c'est bien ça. Cette espèce de confiance en la vie. C'est-à-dire que je n'ai jamais été... et je me rends compte à quel point c'est une chance aussi. Vraiment, je pense. Ça ne m'a jamais posé... Ou alors, en tout cas, je me rappelle plus, ça c'est possible aussi, mais je crois pas que ça m'ait... Non, ça n'a jamais été vraiment un réel problème pour moi. Ouais. En fait, j'ai toujours fait confiance en la vie. J'ai toujours su... Je sais pas, là, tu vois, je te le dis maintenant à 43 ans, je pense pas qu'à 22 ans, je pouvais avoir ces mots-là. Je pouvais le matérialiser comme ça, avec ces mots-là, le formuler ainsi, mais... Mais ça t'inquiétait à cette période-là, ça t'inquiétait pas. Moi, je pas. suivais le flow, en fait. C'est une vraie... force, je dirais, en fait. Je sais pas si c'est une force, c'est pas une chance, mais c'est une façon de penser, un état d'esprit qui est vraiment bien. Oui, je me rends compte à quel point c'est une chance de pouvoir... c'est aidant, quoi. De pouvoir être aussi confiante. C'est aidant avec soi, quoi. Exactement. Alors, je dis pas qu'il y avait pas des choses qui me préoccupaient, certainement, mais en tout cas, ce que j'allais faire dans ma vie, bizarrement, ça m'a jamais préoccupée, alors je ne savais pas. Voilà. Ok. Moi, j'étais bien. Je savais que, comme ça se passait plutôt bien, que voilà, moi j'aimais bien être étudiante, je trouvais ça génial parce qu'on n'allait pas travailler. Mais oui. Puisque le travail pour moi, c'était pas forcément quelque chose, j'avais pas forcément envie d'intégrer le monde du travail. Parce que j'en avais pas forcément une très très bonne image. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours dit, je ferai des études le plus loin possible. Je suis bien là. Je reste là. Je suis bien. J'ai mon petit appart, je fais mes petits jobs d'été, j'ai mes bourses,
je sors, enfin la vie est légère, la vie est, voilà, tout, là c'est le top. Pourquoi j'arrêterais ça? Bah oui, c'est génial, c'est clair. Franchement, je comprenais pas d'ailleurs les gens qui s'arrêtaient de faire leurs études, voilà, pour aller bosser. Bah oui, on est quand même beaucoup mieux étudiants, voilà. Et au final, quand même, je suis en dernière année, donc donc du coup en Master 2, en DESS. Je dis là, il faut quand même que tu aies quand même un truc un peu concret. Là, les mémoires et tout ça, c'est bien, mais en gros, tu peux pas concrètement. Tu peux réfléchir, tu peux théoriser, tu peux philosopher, mais qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Qu'est-ce que tu as apporté au monde dans l'univers du travail? Et donc, j'ai cherché une dernière année qui allait vraiment un peu plus me spécialiser. Et donc, je suis allée un peu j'ai vraiment suivi mes envies du cœur, des trucs, j'ai cherché. L'enfance, ça me parlait beaucoup. La jeunesse, le secteur de la jeunesse. Donc, de fil en aiguille, je suis allée à Angoulême pour faire. Et puis, j'avais aussi envie de partir de Montpellier, de m'émanciper un peu. Et j'ai fait ma dernière année à Angoulême dans le DESS qui s'appelait Management plurimédia des produits de l'enfant. Voilà, et c'est marrant, tu vois, là je t'en parle, il y a quand même un côté un peu régressif, tu vois, il y a un peu un côté, j'ai pas vraiment envie de grandir dans tout ça. Ouais, c'est vrai, tu vois, lié à l'enfance. Exactement, et là j'ai étudié pendant 1 an les licences, donc le monde du licensing, le monde des marques, l'univers des marques, donc Titeuf à l'époque, tous les personnages en fait phares de cette époque-là, mais les personnages Disney, en fait, comment tu pouvais créer des produits, comment tu pouvais Angoulême qui est le festival d'Angoulême, le festival de la BD. Ah voilà. Ouais, festival de la BD. C'était lié à ça un peu. Enfin, je veux dire le fait que ça se passe là-bas. Alors du coup, à Angoulême, il y a un vrai pôle d'animation et du coup un pôle jeunesse parce que la plupart des films d'animation sont à destination des publics jeunes en fait. En tout cas à ce moment-là. Et oui, du coup, il y avait un vrai pôle média, cinéma, animation, jeunesse. D'accord, à Angoulême. C'est spécialisé, d'accord, ok. C'était ultra spécialisé comme... Les médias m'ont toujours attirée. Ça m'intéressait beaucoup. Mais plutôt par curiosité intellectuelle, en fait. Ouais, d'accord. Vraiment. Mais je savais pas trop ce que j'allais y faire, en fait, là-bas. Je savais pas trop... Ça m'intéressait. En fait, je suis allée toujours vers ce qui m'intéressait. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai fait cette année de spécialisation. Et dans cette année, il y avait quand même 6 mois de stage. Je dis, bon, là, tu vas quand même aller intégrer l'entreprise. Quand même, il faut y aller. Et comme c'était un peu mon seul stage, j'avais fait des stages d'1 mois ou 2 par-ci par-là, mais rien de très probant, pour aller avec un CV démarché, en tout cas à l'époque, encore une fois. Et donc, sur ces 6 mois de stage, je me suis dit, bon, là, faut arrêter, là. Faut trouver un truc béton. Et je me suis dit, comme les médias, je les critiquais beaucoup aussi. Je me suis dit, avant de critiquer, il faut pouvoir les connaître, en fait, pour pouvoir justement vérifier et en parler de façon en toute connaissance de cause. Et donc, j'ai cherché des stages dans les médias et j'ai trouvé un stage à TF1 dans un des secteurs, une des filiales du groupe qui travaillait sur les jeux de société, qui développait des jeux de société pour enfants. Okay. Donc pour moi, c'était mes banco. Le média, les jeux, la jeunesse, nickel. Nickel, okay. Michel. Voilà, et puis je devais rester uniquement 6 mois à Paris, et les 6 mois se sont transformés en 9 mois, et puis les 9 mois se sont transformés en 6 ans, quoi. Voilà. Ah, d'accord, donc okay, je suis restée. Et je suis restée à Paris, alors je voulais pas du tout rester à Paris, mais voilà, les événements personnels, et puis professionnels, en fait que, on m'a proposé... moi, je voulais pas rester en stage plus de 6 mois, on m'a proposé de le prolonger 9 mois. Donc ça a été un cas de conscience, je me dis qu'est-ce que je fais? Puis après je dis bon, ça va, 3 mois, c'est ridicule, tu peux rester. Au bout des 9 mois, on m'a proposé un CDI dans une des filiales du groupe. Un CDI à TF1 Vidéo, donc sur les DVD, donc c'était la grande époque du DVD, qui aujourd'hui n'est plus du tout d'actualité, mais en tout cas à ce moment-là, c'était la grosse époque du DVD. Ouais. Et donc voilà, j'hésitais à prendre ce CDI, parce que pour moi, aller être à Paris en CDI, c'était pas quelque chose de chouette en fait. Alors, mais c'était la crise, mais tu te rends compte, et puis je voyais mes copains, mes copines, qui n'avaient pas cette chance-là. Je dis bon ok, je vais le prendre. Mais c'est un peu ça, c'est un peu à l'image de tout mon cursus en fait. Si tu veux. T'as jamais, t'as suivi un peu quoi. Finalement, on me l'a proposé, je dis ok, mais ça n'a pas été, c'est parce que c'est pas forcément à la base un choix du cœur, quoi. Mais j'ai suivi. Ouais. J'ai suivi, puis après je dis le DVD, la jeunesse, on m'a confié du coup les gammes enfants, donc moi j'étais dans mon élément. Et j'ai continué, puis ensuite j'ai travaillé à TF1 Publishing dans les livres, la filiale qui s'occupait des livres. Et sur la partie plus documentaire, et c'était aussi super intéressant, et ça a été donc 6 années ultra riches, ultra riches, où j'étais donc chef de produit.
chef de produit marketing, et où ça s'est bien passé, j'ai évolué, mais j'ai évolué toujours quand même en transversal. Ouais, t'es jamais non, j'ai jamais, non, pas, exactement. C'est-à-dire que, et moi, mon ambition, c'est que j'en avais pas en fait. Ma seule ambition, c'était d'être bien. Ouais. Là, moi, quand j'allais au travail, c'était pour aller rigoler à la machine à café. Ouais. Et pour faire des trucs que j'aimais. Ouais. Je n'avais pas pour ambition ni d'être directrice marketing, c'est-à-dire que le marketing, ça n'a jamais été une vocation, ça n'a jamais été quelque chose... Quand j'entendais parfois des personnes, des collègues qui étaient vraiment habités par des études de marché, par des veilles concurrentielles, des choses comme ça, des stratégies... ça me passait à 15 000. Ouais. Enfin, ça, je le faisais, ça... Oui, ça fait partie de ton job. Et c'était plutôt bien, mais c'était pas ce qui me faisait vraiment vibrer. Ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était partager ça avec l'équipe, c'était ça qui me faisait vibrer. Ah ouais. Et puis ensuite, au bout de 6 ans, pour plein de raisons personnelles et professionnelles, j'ai quitté Paris. J'ai décidé de quitter Paris et j'ai dit, ciao. Ciao tout le monde. Et je repars dans le sud parce que Montpellier, c'était quand même, ça me manquait beaucoup. Paris, ça n'a jamais été mon univers, quoi. Ouais. Et donc, je suis redescendue dans le sud et j'ai été la première, et ça, j'en suis assez fière, j'étais la première rupture conventionnelle de l'histoire de TF1 parce que les textes de loi, en fait, je suivais, moi, j'avais vraiment besoin de partir. C'était important vraiment que je puisse partir, voilà. Et je suivais les textes de loi de cette rupture conventionnelle. Et quand c'est passé, je suis allée voir les RH et je leur ai dit, moi, je veux ça. Moi, je veux ça, ce truc-là qui est passé, je veux ça. Et elle ne savait même pas ce que c'était. Ah ouais. C'était le début de la rupture conventionnelle. C'était le début. Ah ouais, ok. C'était le tout début. Je suis allée voir mon manager. Je dis voilà, moi, je veux partir avec ça. Je suis allée voir les RH, etc. Et ça s'est fait comme ça. Et je suis partie. En fait, avant, évidemment, j'ai cherché quand même un boulot. J'ai cherché pendant des mois et des mois et des mois à revenir dans le sud. Mais je trouvais rien. Et au bout de 9 mois, c'était urgent pour moi de prendre la décision de me sauver moi, en fait, de pas aller jusqu'à un burn-out ou de pas... Parce que là, t'étais sans emploi, du coup. Là, du coup, j'étais encore en poste, mais je cherchais, okay, et je ne trouvais rien. Ouais. Et donc, j'ai pris la décision de tout quitter sans avoir de sécurité, en fait, sans avoir d'autre poste et d'aller au chômage, enfin, voilà. De tout quitter comme ça. Ouais, ok. Voilà, au chômage. Ce qui n'était pas non plus, alors que j'avais pas d'enfant. Du coup, j'avais quand même le chômage quand j'ai négocié la rupture conventionnelle. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est vrai que partir sans job, c'était pas forcément quelque chose de courant, quoi. Ouais. C'est pas quelque chose de courant. Oui, à l'époque, ouais. Ouais. Et quand j'ai pris la décision de partir, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu quittes un CDI, t'es folle. Tu quittes un CE, t'es folle. T'as vu tous les avantages que tu as. Tu vas partir dans le sud, mais tu vas faire quoi ? Tu vas traire les vaches. Non, mais j'ai eu vraiment de tout. Hein. J'ai eu vraiment... Ah putain, les clichés, quoi. Ouais. Bon, c'était il y a 20 ans. Hein. Ouais. Donc voilà, ça a bien évolué depuis, ça s'est décentralisé, enfin il y a plein de choses, mais en tout cas, dans l'univers où j'étais à ce moment-là, oui, je passais pour une espèce de folle en fait. Ouais, d'accord. De folle, inconsciente. Ouais. Mais vraiment, j'étais droite dans mes bottes et pour le coup, ça s'était aligné avec moi. Ouais. Rester pour avoir un salaire, rester pour faire quelque chose qui ne me correspondait plus. Ça, c'était plus aligné avec moi et je ne pouvais pas et j'étais vraiment en lutte avec moi-même en fait. Et donc, j'ai fini par tout quitter, par partir. Et j'ai bien fait parce que le dernier jour de mon poste, un vendredi 13 à 18h, je continuais toujours à chercher du boulot en attendant que la rupture se fasse d'un point de vue administratif. Et le vendredi 13 à 18h, j'ai eu un appel d'un recruteur avec qui j'avais passé l'entretien et qui m'a dit c'est bon, vous avez le poste et vous commencez dans une semaine. Donc voilà, et du coup c'était dans le sud, c'était mieux payé, voilà. Super. Et donc je suis partie avec un espèce de tapis rouge. Ouais. Et là je suis partie en me disant mais quand on fait, et je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment appliqué et j'ai vraiment conscientisé ce que c'était et vécu moi-même ce que c'était que tous les choix du cœur sont les meilleurs. Ah oui. Et que en fait, même si le monde extérieur nous montre pas forcément des choses qui vont dans ce sens-là, tout ce qu'on fait en étant hyper aligné avec soi, ça vient forcément en boomerang de façon positive à un moment donné, même si on ne le voit pas tout de suite. Ouais, c'est chouette de ouais. dire ça. Même si on ne le voit pas tout de suite. Ouais.
Et alors qu'à l'inverse, tous les choix qu'on peut faire avec notre mental, avec notre tête, il faut que je reste là parce que nanana, parce qu'un poste, parce qu'un CDI, parce que et on peut l'extrapoler à plein de choses, hein, dans sa vie personnelle, dans sa vie, voilà. Il faut que je reste pour ci, il faut que je reste pour ça, il faut que... Non, en fait, il faut juste s'écouter soi. Et c'est ce que j'ai fait, je crois que c'est la première grande décision de ma vie où vraiment je me suis écoutée en disant, fuck. Ouais. Fuck. J'ai vraiment envie d'aller vers ça. Fuck, et bien que c'est complètement contraire à tout ce que la société me dit, tout ce que ma famille peut me dire, tout ce que... Et encore que j'avais une famille quand même plutôt assez ouverte là-dessus, j'ai pas eu de frein par rapport à ça, mais où certaines personnes de ma connaissance pouvaient me dire mais qu'est-ce que tu fais, quoi. Oui, t'allais à l'encontre de ce qu'il était normal de faire. Exactement, tout ce qui était rationnel de faire. Mais ça, c'était pas rationnel pour moi. Pour moi, c'était... Oui, c'était justement l'inverse, en fait. Ouais, exactement. Et donc du coup, qu'est-ce que... Et donc, du coup, je suis partie dans le sud et j'ai travaillé en tant que chef de produit et puis après chef de marque chez Ubisoft. Okay. Donc, j'ai travaillé pour les lapins crétins. J'adore travailler, j'adore dire que j'ai travaillé sur les lapins crétins, je kiffe. Et puis là, j'ai découvert un autre univers, j'ai découvert une autre aussi organisation, un autre management, plutôt horizontal au lieu de pyramidal. Et les deux ont des bons côtés, hein. Les deux ont des bons côtés et les deux ont des mauvais côtés, c'est comme dans tout. Mais voilà, et là j'ai vraiment, comment on peut dire ça, j'ai rené, comment on dit? Tu as j'ai renu, j'ai revécu. Voilà, j'ai revécu. Et pour le coup, j'étais tellement alignée. C'était un peu une renaissance. C'était la renaissance, parce que j'étais plus en lutte avec moi-même. Donc c'est un boulot de salarié qui t'a vachement plu et dans lequel j'ai adoré. Et t'es restée combien de temps? Et je suis restée 3 ans et demi. 4 ans. Non, je te dis ça, je suis restée 6 ans, pas du tout. Non, c'est qu'en fait, je suis, après 3 ans et demi dans le sud, je suis repartie à Paris. D'accord. Contre toute attente, pour des choix du cœur. Et je suis vraiment remontée à Paris. Du coup, j'ai travaillé chez Ubisoft Paris. D'accord. Okay, et donc, en tout, entre Montpellier et Paris, ça a fait 6 ans, je crois, à peu près d'Ubisoft. Toujours sur les lapins crétins, sur d'autres marques super, sur Just Dance, sur... voilà. Et c'était top. Et je me suis absolument régalée. Ok. Avec toujours ce goût profond pour l'humain. Ouais. Pour l'humain. Et là, j'ai un peu évolué, mais c'était pas... je restais quand même pas mal en transversal, quoi. C'était toujours brand manager, mais c'est-à-dire j'ai quand même travaillé 15 ans en entreprise, je pense que j'ai à peu près occupé quasiment le même poste, finalement. Ouais. Plus avec un petit peu une équipe, mais oui, pas... ça a été un peu diversifié selon la boîte et tout ça, et selon le poste, mais toujours à peu près la même équivalence de poste. Chef de produit à chef de marque, quoi, en 15 ans. Alors que... Parce que c'était pas mon ambition, en fait. J'avais vraiment besoin juste d'être bien avec les personnes. J'adorais manager, j'adorais créer des liens avec les gens, j'adorais créer des produits, créer des concepts, ça me plaisait beaucoup. Mais après, gravir les échelons de la hiérarchie, ça m'intéressait pas vraiment. Et en même temps, de toute façon, je ne me suis jamais... j'étais pas à ma place, en fait. Je me suis jamais sentie à ma place en entreprise. Et surtout dans le marketing et dans le management, comme je disais tout à l'heure. C'était pas une vocation pour moi, donc j'ai suivi. J'ai eu des super opportunités. Après Ubisoft, j'ai travaillé chez Asmodée. L'Asmodée, ce sont les jeux de société, c'est Dobble, Jungle Speed, voilà. Oui. Donc là aussi, c'était top comme expérience, c'était super enrichissant à tous les niveaux. Entre-temps, j'avais fait un petit passage dans l'entrepreneuriat où je me suis testée en tant qu'indépendante, en tant que directrice du développement business pour une agence de communication. Ah ouais, d'accord. Ouais. Où je me suis testée sur la prospection et puis finalement en allant vendre les services de cette agence, finalement je me suis retrouvée à vendre mes services moi parce que les gens ils voulaient travailler avec moi. D'accord. Et oui, mais on prend cette agence-là, mais vous, mais vous restez bien avec nous quand même, vous allez nous accompagner. Puis du coup, de fil en aiguille, je me dis mais en fait, je peux apporter mes services en fait à l'entreprise aussi. Ouais. De par mon expérience de marketing management, et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai été consultante en plus d'être sur le développement business. Et là, petit à petit, ça commençait vraiment à s'affiner ce projet-là, enfin ce truc-là de me dire mais j'adore, et j'ai fait 2 bilans de compétences ou peut-être 3, et à chaque fois ce qui ressortait c'était intelligence émotionnelle plus service aux autres, goût des autres, service rendu, satisfaction du travail, etc. Mais bon, c'est pas ça qui me... je savais pas quoi en faire de ça. Mais je fais quoi je fais quoi comme PowerPoint avec ça, quoi. Tu vois. Parce que moi, on me demandait de faire des PowerPoint. Oui.
Ouais, mais du coup, alors, qu'est-ce que ça a donné ces bilans de compétences, et d'ailleurs, comment c'est arrivé? Et bien, petit à petit, du coup, je dis, ok, service aux autres, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est accompagner, rendre service, être dans le concret, dans le matériel, transformer des choses. Donc, la communication, justement, aussi, on en parlait tout à l'heure, créer des événements, travailler plus sur les relations, en fait. Ouais. Sur le côté plus aussi transversal, créer dans les services du bien-être en entreprise aussi. Donc voilà, mais tout ça, petit à petit, ça a mûri. L'expérience que j'ai eue en tant qu'indépendante et en tant que consultante aussi, je me suis rendu compte que ce que j'adorais quand je livrais une stratégie marketing à une entreprise, ce que je kiffais, c'est pas tout le temps que j'avais passé à créer c'est pas la stratégie marketing en elle-même, c'est la transformation que j'apportais à l'entreprise, ce que ça allait provoquer, ce que ça allait créer comme transformation, la relation que je créais. Oui. Avec les responsables, avec l'équipe. Et ça me faisait tellement kiffer. Ouais. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, ok, à la fois ce développement de moi, ce besoin d'accompagner, d'être dans l'humain, la relation, et en même temps ce côté, l'entreprise me correspond vraiment, le marketing management, mais vraiment c'est tellement... voilà. Et mon évolution personnelle aussi en parallèle, évidemment, des événements de vie qui font que... je me suis dit, finalement... ça m'a aidé à trouver ma reconversion qui était d'aller vraiment dans les métiers d'accompagnement, mais vers l'humain. Oui. Si tu accompagnes les entreprises, si l'humain c'est si important, si tu as une intelligence émotionnelle, une sensibilité, une compréhension des choses avant même que la personne dise quoi que ce soit, cette intuition aussi, cette capacité d'analyse qui est abstraite en fait, finalement, tu vas pouvoir accompagner des vrais êtres humains. Non pas que les vrais êtres humains en entreprise ne sont pas des vrais êtres humains, mais voilà, en tout cas, finalement, tu peux accompagner l'humain, tout simplement. Mais comment tu t'en es... Du coup, t'as commencé par l'hypnose? J'ai commencé du coup à explorer différentes thérapies. Je me suis dit, ok, finalement, pour moi, la thérapie, c'était réservé plutôt aux psychologues, et du coup, il fallait avoir beaucoup d'études, et finalement, je me suis rendu compte que pas forcément. Et j'ai exploré plusieurs thérapies, plusieurs outils, plusieurs pratiques. Moi-même, travaillant beaucoup sur mon propre développement personnel depuis plusieurs années. Voilà, j'ai suivi une gestalt thérapie pendant des années. J'ai essayé plein de choses parce que je suis hyper curieuse et que voilà. Et que moi, je continue à travailler sur moi parce que ça me passionne. Le développement personnel, c'est... Quand on commence à s'intéresser à ça, moi, je sais que ça m'a bouleversée. Ouais. J'ai dit, waouh, mais c'est incroyable. Et puis, je suis passionnée par l'être humain, par la complexité de l'être humain. Comprendre les autres, mais se comprendre soi-même, c'est un peu la base. C'est parce qu'on ne peut pas accompagner les autres aussi sans se comprendre soi. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai exploré plein de choses. Et puis, finalement, les neurosciences, ça m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai failli aller là-dedans. Et puis, finalement, c'est une amie qui me dit, mais l'hypnose, tu n'y as jamais pensé ? Parce que j'avais quand même des freins, il y avait ce côté très cartésien, très scientifique, etc. C'était assisté par ordinateur en plus, donc ça me parlait un peu moins. Et l'hypnose, je dis, et quand elle m'a dit ça, je dis, si. Oui. La révélation. Mais évidemment. Ouais. Une semaine après, je faisais trois soirées découvertes d'école d'hypnose à Paris. Ah oui, de quoi ça n'a pas traîné, quoi. Non, j'avais jamais fait d'hypnose de ma vie. Ouais. J'ai fait une première soirée découverte, je fais, ok, c'est bon. Évidemment, quand il fallait chercher une cobaye, évidemment, j'y suis allée. Et c'est vrai que l'hypnose, ça m'a toujours intéressée, mais je n'avais jamais creusé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi. Et il y a des moments aussi. Et il y a des moments. Et voilà, et c'était le bon moment. C'est-à-dire que cette phrase-là, et elle a quelque part, ça a changé ma vie. Alors, j'aurais choisi autre chose et je serais aussi peut-être certainement là à ton micro, mais... Mais ouais, l'hypnose a été vraiment une révélation, une évidence, quoi. Et quand j'ai été cobaye, quand je me suis prêtée à tous les tests de la soirée, des formateurs, j'ai adoré. Et là, j'étais déjà convaincue de la puissance et des pouvoirs de l'être humain. Et là, j'en avais la preuve concrète, tangible, parce que je le testais moi-même, parce que j'ai quand même ce côté très cartésien aussi. Ouais. Et l'hypnose, moi, j'aime beaucoup ce côté, vraiment cette science de l'esprit. Donc cette spiritualité aussi, il faut quand même... c'est ça, c'est de la gymnastique de l'esprit et en même temps ce côté très scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, alors je vais peut-être casser un mythe, mais l'hypnose, il n'y a rien de magique. Donc vraiment, après il y a beaucoup il y a de l'intuition, il y a du ressenti, il y a des tas de choses qui font que on va pouvoir décupler certaines choses, mais l'outil, l'hypnose en elle-même, c'est un outil. Voilà. C'est intéressant ça de le dire. C'est intéressant, ouais. Alors après, il y a différentes hypnoses et je vais peut-être pas rentrer dans le détail. Non, mais oui, l'hypnose, ça s'apprend. Il n'y a pas un don. Oui. Et
Oui, Alors, il n'y a pas un on n'est pas don. voyant spirituel ou... Non, enfin, y a non. pas un truc, Et il n'y a pas un don. Et en même temps, on a tous des dons. Et en même temps, si c'est un don dans le sens où il faut savoir se servir de sa tête, de son cerveau, de son cœur aussi. Mais tout ça, c'est la même personne. Hein. On a remarqué que c'était à l'intérieur du même corps, le cerveau et le cœur. Sauf qu'on est plutôt souvent dans le cerveau. Mais finalement, tout ça, ça va ensemble en fait. C'est utiliser son cerveau gauche, son cerveau droit. C'est se connecter à son cœur pour ressentir les personnes. C'est tout ça en fait. Mais il n'y a pas... ce n'est pas un don, et en même temps si c'est un don parce qu'on a des pouvoirs de dingue. On a des pouvoirs de dingue, et ça on ne l'apprend pas à l'école. Et ça voilà, et donc là je suis partie direct dans l'hypnose, et puis du coup c'est là où j'ai ouvert assez rapidement mon cabinet ici. Donc je suis revenue à Montpellier et j'ai ouvert mon cabinet ici, et puis de fil en aiguille mais du coup, t'étais salariée en même temps? Ou t'étais en side project, comme on dit? J'ai été en side project, ouais. C'est ça. Donc j'étais en parallèle sur ma dernière année d'entreprise. J'étais à la fois en train de me former. Je préparais mon départ, en fait. Mais c'était tellement une évidence, c'est-à-dire que ça a été... Et ça, vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, hein, quand il y a des évidences. Écouter comme un truc, c'est ça, quoi. C'est ça. Comme quand j'ai quitté ma première entreprise... C'est ça. Et il n'y a pas moyen, en fait. Quel que soit ce qui se passe autour, c'est ça. Et avoir cette conviction, cette certitude que c'est ça. Et que ça ne peut pas être autre chose. C'est exactement, et c'est l'alignement total pour moi. Et quand on est dans cet alignement-là, cet alignement des planètes, mais cet alignement intérieur, on est exactement dans son bon chemin. Et je savais que j'étais exactement sur mon bon chemin. Il n'y avait pas d'autre voie possible. C'était évident. Donc, merci. Mais oui, ça a été de la jonglerie, hein, parce que j'avais été aussi maman, enfin voilà, et c'était de la jonglerie. Hein. De la jonglerie, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que de la jonglerie. Sur un fil, hop, jonglerie, quoi. 3 bouts, tu m'en rajoutes une 4e, tac, allez, je prends. Un cerceau, vas-y. C'est ça. Jonglerie. Jonglerie, un déménagement, tout ça, jonglerie totale. Mais tu savais que c'était ça. Mais certitude et confiance absolue. Ça, c'est... Et c'est ça, en fait, c'est la foi. C'est la foi et la confiance. Alors, on peut lui donner cette confiance-là que oui, c'est exactement le bon choix. Voilà. Et ensuite, j'ai ouvert mon cabinet pour pratiquer cette hypnose donc, thérapeutique. Hein. Moi, je ne me suis pas formée à l'hypnose de spectacle ou à l'hypnose de l'hypnose médicale. Voilà, j'assiste pas les personnes pour des opérations chirurgicales. Bien que je me fais moi-même de l'auto-hypnose quand j'ai des interventions pour moi. Parce que c'est très, très, très puissant, très efficace. Vraiment, c'est ouf. C'est fou, ça. Ah ouais, je m'en sers. J'en avais parlé aussi avec une autre personne que j'avais interviewée. Et elle l'avait fait pareil, sous hypnose, une opération, je crois. Je m'en sers, j'ai eu un examen médical assez douloureux et tout le monde me dit, j'avais envie de leur dire, mais c'est pas possible, il faut reformer. Ça va être dur, hein, ça va faire mal, hein, mais préparez-vous. Alors... Déjà que c'est pas super joyeux le truc, quoi. Ça va que voilà, j'avais cette lecture-là, mais je me suis préparée, j'ai fait cette auto-hypnose et vraiment, je n'ai absolument rien senti. C'est fou. Et même j'ai ri parce que j'imaginais des plumes, enfin voilà. Incroyable. Ouais. Mais voilà, et du coup, hypnose thérapeutique en cabinet, puis ensuite, comme moi, les femmes, justement, moi-même étant femme, et moi-même, c'est mon chemin de vie, d'apprendre à être moi, de me reconnaître moi, dans ma pleine puissance aussi, de me reconnaître comme étant digne d'être libre, d'être moi. J'ai aussi eu à cœur, en fait, petit à petit, ça s'est fait naturellement, d'accompagner les femmes justement à trouver ce même chemin, à trouver leur vérité, à trouver leur réponse, à être dans leur alignement, à oser s'aimer, se respecter. Parce que moi, me respecter, c'est quelque chose que et j'apprends encore à le faire chaque jour parce qu'on apprend jusqu'à la fin de sa vie. Mais je sais que je me suis aussi beaucoup... pas sacrifiée, mais je sais que pour moi, me faire passer en priorité, faire de moi une personne importante, c'est pas quelque chose qui était naturel chez moi. Et donc, et tout ça, j'ai eu à cœur de le transmettre à plus de femmes et dans des groupes, en fait, dans des énergies de groupe encore plus fédératrices et vraiment dans des collectifs de femmes. Donc, j'ai créé des programmes d'accompagnement pour les femmes, pour les aider à être libres, à être aussi plus confiantes, plus sereines, à se faire confiance. Putain, à se faire confiance. Arrêter de douter, à se poser 1000 questions, à pas savoir et à se reconnaître vraiment dans sa pleine puissance qu'on a là et qu'on nous apprend pas tout ça à l'école, quoi. Et à rééquilibrer, moi j'ai vraiment ce qui me parle beaucoup, c'est les archétypes et les archétypes du masculin et du féminin qu'on a tous en nous, qu'on soit un homme ou une femme, et vraiment pouvoir se reconnaître et trouver son alignement dans l'équilibre de ces deux polarités, dans son masculin et dans son féminin. Alors, être dans son féminin de cœur, d'intuition, de féminité, de sensibilité, et aussi dans un masculin vraiment d'ancrage,
d'être aussi terre à terre, j'aime bien moi prendre cette image d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et les deux sont possibles. C'est possible. Tout est possible. Voilà. Donc d'avoir vraiment cet équilibre de nos deux polarités. Voilà. Et donc j'ai accompagné les femmes dans des programmes d'accompagnement que j'ai développés donc sur les réseaux, par des programmes en ligne où ça a été ultra puissant, les transformations que j'ai pu voir auprès de femmes. Que ce soit ça ou aussi sur des compulsions alimentaires parce que voilà, c'est des sujets qui touchent aussi pas mal de femmes et aujourd'hui j'en reviens, la boucle est bouclée, j'en arrive à aujourd'hui donc je fais aussi des formations pour aider les personnes aussi en entreprise, hommes ou femmes, à gagner en équilibre, gagner en efficacité et à développer leur confiance en soi, développer ses fabuleux pouvoirs et aller gagner en autonomie dans son pouvoir personnel. Comme je disais tout à l'heure, l'hypnose, moi je trouvais ça fou, la capacité qu'on a tous, la puissance de notre cerveau et de notre cœur. Parce que pour moi, c'est pas qu'un cerveau, c'est aussi on dit que le cœur, c'est aussi, il est encore même plus intelligent que le cerveau. Mais voilà, c'est d'apprendre, de t'apprendre. Comme je dis souvent, moi, j'apprends rien, je transmets. Voilà, je transmets mon vécu, mon expérience professionnelle, mais pas que personnelle, tout ce que je suis, tout ce que je sais pour aider les personnes à être libres d'être elles-mêmes, quoi. Voilà, tout simplement. Et du coup, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es alignée, que tu es là où tu dois être ? Ouais, je suis exactement là où je dois être. Alors après, la vie d'un entrepreneur, c'est pas simple. Ouais. Évidemment que c'est pas simple. C'est pas simple et en même temps, je suis toujours là. Et c'est-à-dire que je suis quand même engagée. Il y a pas mal sur le bateau de l'entrepreneuriat. Il peut y avoir beaucoup de tempêtes. Il peut aussi y avoir beaucoup de remises en question. Et je sais pas si c'est le cas pour tous les entrepreneurs. Je pense que c'est le cas pour tous les secteurs. Mais évidemment, quand on travaille sur soi, quand on est dans le dev perso, ça nous amène aussi à travailler encore plus sur nous. Mais je pense que c'est le cas pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, tous les entrepreneurs. Je crois que c'est pas le secteur vraiment qui change ça. Mais ça... T'as quand même une grosse appétence au développement personnel et à l'évolution de soi. Oui, donc forcément, je suis plus sensible par rapport à... Peut-être, mais c'est vrai que je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est tous les entrepreneurs. Tout le monde se remet un peu en question comment être plus performant, être aligné. Gagner en bien-être, gagner en équilibre, se sentir serein et confiant quoi qu'il arrive, quel que soit ton chiffre d'affaires, quel que soit tes revenus. Parce que quand on est entrepreneur... oui, c'est pas simple, ça tombe pas chaque mois. Justement, c'est pas du tout par rapport mon truc que je disais quand j'étais petite, c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Je suis pas du tout dans un bureau à faire à 9h-17h avec mon salaire et mes petites vacances. Dans le sens avoir mes vacances, mes congés payés quoi, de façon classique. Je suis pas du tout là-dedans et c'est justement, mais je suis tellement alignée et je dis pas que c'est facile. Et c'est ce que je dis souvent à mes clients, mes clientes, c'est que être aligné, je crois que le chemin vers soi, c'est peut-être le chemin le plus pas le plus difficile, mais le plus parsemé d'embûches, de surprises, de trous, de crevasses, de fossés, de détours. C'est peut-être c'est un chemin qui est pas facile. C'est un chemin qui peut être sinueux et en même temps, c'est le chemin le plus passionnant du monde. Mais en fait, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est un sujet qui me passionne, ça, parce que je fais partie des gens un peu comme toi qui n'ont jamais vraiment eu de passion, un truc comme ça. Et je trouve que c'est passionnant, quoi. Je trouve ça hyper intéressant et passionnant. Et je me suis toujours demandé, est-ce que tout le monde... tu vois, il y en a qui se posent pas de questions, en fait, sur leur chemin de vie. Enfin, tu vois, pourquoi il y en a qui se poseraient pas de questions ? Pourquoi il y en a qui se posent des questions ? Est-ce que les personnes qui se posent pas de questions, c'est qu'elles sont sûrement au bon endroit ? Oui, je pense que quand on ne se pose pas de questions, c'est qu'on est certainement au bon endroit. Je pense qu'on n'a pas tous aussi les mêmes... et sans aucun jugement ou quoi que ce soit, je pense qu'on n'a pas le même éveil. Je pense qu'on n'a pas le même chemin. Je pense que surtout, chacun son chemin. Comme dirait le philosophe, voilà. Chacun sa route, chacun son chemin. Ouais. Et passe le message à ton voisin. Non, mais en vrai, je pense qu'il y a des personnes qui sont très bien comme elles sont et qui sont hyper heureuses de la vie qu'elles ont. Et c'est... Moi, souvent, c'est super. Mais moi, combien de fois, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais... Mais c'est un peu ce qu'on disait au début, tu vois, d'être envieux de ceux qui savaient déjà... et c'est ça. Et qu'est-ce que j'aimerais ? Quelque part, c'est pas simple d'être entrepreneur. C'est pas simple, mais pas du tout. Et en même temps, je changerai pas de chemin. Parce que c'est tellement mon chemin et que c'est tellement ce que je kiffe.
c'est tellement ce que je kiffe. Et puis mais c'est ce qui me fait kiffer à moi. Oui. Et c'est pas ce qui ferait kiffer le voisin, quoi. voilà, le voisin. Et c'est quelque chose à quoi tu avais pensé. Alors tout à l'heure tu parlais que tu avais fait un petit peu d'entrepreneuriat, mais comment tu le travailles aujourd'hui, c'est quelque chose à quoi tu avais pensé, je sais pas moi, à la fin de tes études par exemple, d'être entrepreneur. Ouais, tu avais déjà pensé à l'entrepreneuriat? Pas vraiment. Être à ton compte Je crois pas. Parce qu'en plus, en ayant eu des parents commerçants... Et en même temps, tu vois, l'idée du restaurant, je me vois dans le hangar, enfin bref, dans le terrain de mes parents, je me revois vraiment, j'avais vraiment créé tout mon restaurant en fait, hein, j'avais la carte, j'avais tout. Ça t'est jamais revenu d'ailleurs, cette idée-là par exemple, ou tu vois, genre si, ça m'est revenu, dans un tout petit coin de la tête. Oui, si, ça m'est revenu à quelques reprises, ça m'est revenu, puis c'est vrai que le milieu de la restauration, c'est un milieu quand même qui m'attire, je sais pas vraiment pourquoi. Parce qu'il y a ce côté service, création, voilà, c'est très vivant. Ouais, c'est ça. Non, mais quand même, j'ai quand même toujours j'admire toutes les personnes qui travaillent dans la restauration. J'admire, quel que soit leur poste, je trouve que ce sont des métiers qui sont tellement prenants, j'allais dire, qui demandent tellement. Je suis admirative, moi, de toutes ces personnes qui font autant d'heures, qui font... c'est pas des métiers qui sont simples, non plus. C'est sûr. En général, alors là je fais des généralités, c'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà. Mais non, pour répondre à ta question, je me suis jamais posé la question, est-ce que j'avais déjà pensé à être entrepreneur? Certainement que oui, je pense qu'il y a une partie de moi. Oui, quand même. De toute façon, on a plein de parties. Ouais. On a plein de parties, et c'est ça justement, découvrir, marcher sur son chemin, tracer sa route. Pour moi, c'est découvrir chaque jour ou presque une nouvelle facette, comme une boule à facettes, où il y a plein de facettes. Mais il y en a qu'on n'a même pas vu parce qu'elles sont derrière. Et vraiment, en fait, c'est découvrir tout ça. En fait, dire, ah ouais, mais ça, oui. Et découvrir des facettes lumineuses et aussi des facettes sombres. Et c'est tout ça qui fait qu'on est des êtres humains entiers et exceptionnels. Et c'est reconnaître toutes ces parties de soi, en fait. Et c'est les accepter toutes. Et ça, j'ai perdu le fil de ta question. Oui, c'était l'entrepreneuriat. Donc je pense que dans toutes mes facettes, il y avait à un moment donné, il y avait ça. Il y avait l'entrepreneuriat qui était c'est sûr. Il était déjà là. Moins quelque part, mais peut-être pas très il était dans la face, de l'autre côté de la boule à facettes, tu vois. Ok. Après, j'ai tourné la boule. Comment tu te vois dans 5 ans? Ah, ça, c'est une question. C'est dur. Pour moi, cette question, elle est terrible pour moi. Alors, je me fais toujours m'accompagner, je me fais coacher, etc. Et c'est des exercices qu'on peut faire régulièrement, de se projeter dans la vie de 5 ans, dans 10 ans, etc. Moi, ça me demande quand même un effort parce que moi, ce que je vois dans 5 ans, c'est encore plus de collectifs, encore plus de groupes, accompagner encore plus de personnes. On en parlait tout à l'heure, dans des événements, à la fois pour se développer soi et en même temps dans le fun, dans le plaisir, dans le kiff. Moi, ce que j'ai à cœur, c'est vraiment d'aider l'humanité, de contribuer à ma part, en fait, à une humanité plus légère, plus joyeuse et plus entière, en fait, plus authentique et plus libre d'être elle-même. Et donc, comment je me vois dans 5 ans? Je me vois animer des séminaires, animer des retraites. Je me vois même, pourquoi pas, sur scène. Je me vois surtout beaucoup voyager. Je me vois beaucoup voyager, je me vois encore plus libre que ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis quand même encore en développement d'activité. Donc voilà. Mais oui, je me vois dans tout ça. Je me vois libre. Encore plus libre. Génial. Libre et avec son lot de haut et de bas et de la vie qui continue, mais libre et aligné. Et pour moi, l'alignement, c'est pas toujours confortable. Mais c'est vrai. Non, mais oui, c'est sûr. Ça demande beaucoup et en même temps, qu'est-ce que ça procure comme plaisir. Ah ouais, et puis c'est fou cette ambivalence d'être parfois de vivre des situations, des moments qui sont pas forcément confortables pour être aligné et en même temps d'être exactement au bon endroit, quoi. De savoir que c'est exactement ça qu'on a besoin de traverser et que dans chaque chose, dans chaque expérience, même la pire, il y a du positif. Du bon. Il y a toujours des cadeaux cachés partout. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que c'était pas quelque chose qui t'inquiétait, ce sujet de ne pas savoir où tu allais vraiment. Si tu te revoyais à cette époque-là, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant ce que tu es aujourd'hui? La personne du lycée, la personne... Ouais, la personne du lycée, alors qui s'inquiétait pas forcément, mais qui savait pas vraiment vers où elle allait aller, quoi.
Je crois que je lui dirais garde confiance et que je lui dirais garde confiance et tu es merveilleuse. Ouais, je lui dirais ça. Et c'est ce que je dis à toutes mes clients, à toutes mes clientes, à tous mes clients, je leur dis et vous êtes merveilleuse et vous êtes merveilleux. Ouais, et je leur dirais ça. Et tu es unique. Et voilà, et garde confiance. Voilà. Et confiance en toi, fais-toi confiance. C'est pas pareil. Ouais. Fais-toi confiance. Parce que tu sais tout. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, je crois que je lui dirais ça. Ouais. C'est quoi ta plus grande satisfaction dans cette aventure entrepreneuriale ? C'est vraiment la découverte de moi. Ouais, t'as vachement évolué du coup, surtout en 20 ans, quoi. Ouais, et puis avec des sacrés tsunamis à l'évolution, et j'en parle souvent. Voilà, je suis assez... je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Un peu moins en ce moment, mais ça va revenir. Et c'est vrai que j'en parle souvent, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est la transition et toutes les phases de transformation. En tout cas, les transformations sont parfois douloureuses. Et avant les grandes transformations, les grandes étapes de vie, celles qui font qu'on est ce qu'on est là, et ce que je suis aujourd'hui, c'est qu'il y a eu de la transition avant. Et la transition, entre le point A et le point B, et ben, cette espèce d'entre-deux, là, ce truc un peu pourri. Pas confortable. Ouais. Où on sait ce qu'on quitte, on sait ce qu'on laisse, on sait ce qu'il y avait derrière, on sait pas ce qu'il y a après, où on sait un peu, mais on a peur, et puis on hésite, et puis ça vient nous faire questionner encore et encore. Et puis des grandes étapes de vie, tout simplement. Ouais. J'ai perdu le fil de ta question pour une fois. C'était quoi ta plus grande satisfaction ? Ouais, ma satisfaction, c'est... c'est toute ton évolution. C'est mon évolution, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et kiffer, en fait, et arriver à savourer ce chemin, même quand il est inconfortable. Oui, parce que ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. De l'inconfortable sort... mais c'est ça. Quelque chose, un papillon, avant d'être papillon, il est passé par une chenille, il a galéré pour s'enlever toutes ses... voilà. Mais c'est normal. Ouais. C'est normal, en fait. C'est l'évolution. C'est l'évolution. L'évolution de l'être humain, l'évolution de chaque personne, de chaque entité sur cette planète, voilà. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui vont nous écouter et qui... Alors, on a beaucoup parlé d'alignement, alors ça va peut-être rejoindre ça, mais qui n'osent pas se lancer. Alors, ça peut être de l'entrepreneuriat, mais ça peut être d'autres projets aussi, parce qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat, des projets quels soient. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, je dirais cette phrase qui peut paraître un peu galvaudée parce qu'on l'entend, mais pour moi, elle résonne tellement, c'est « écoute ton cœur ». Écoute ton cœur. En fait, je disais tout à l'heure, le choix du cœur, c'est toujours le meilleur. Et c'est vrai, en fait, c'est n'écoute pas ton mental, écoute ton cœur. Et ça s'apprend d'écouter son cœur, parce qu'on ne nous l'apprend pas encore une fois. On est dans une société occidentale où on est surstimulé, ça ne va pas aller en s'améliorant, donc ça veut dire que c'est de plus en plus aussi un travail sur soi, ça demande aussi de se connecter à soi, de prendre un temps pour soi, d'écouter vraiment ce qu'on a au fond. Ouais. Et l'instinct aussi. Et l'instinct, mais ça va avec, en fait. En fait, pour l'intuition, c'est vraiment l'intuition, elle se situe dans le cœur. Quand on ouvre son cœur, on ouvre la porte de l'intuition, en fait. Quand on descend du mental et qu'on arrive vraiment à laisser de côté ces pensées qui sont tout à fait normales et qu'on ne peut pas arrêter, voilà, on n'est pas des robots, on n'est pas des algorithmes Instagram, donc on a des pensées, c'est normal, mais par contre, s'équilibrer et trouver ses réponses dans son intuition, dans son cœur, c'est ça, en fait, c'est laquelle est là pour moi. Une fois que tu es là, tout ce que tu fais, tu vas aller exactement là où il faut. Même si tu vas pas le voir tout de suite. Et comment t'arrives, je sors un peu du cadre, mais comment t'arrives à écouter ton cœur, par exemple ? Comment toi tu fais, par exemple, quand t'as un choix, par exemple, à faire, une décision à prendre, et que t'arrives pas à... Enfin, t'es beaucoup dans le mental, quoi. Comment tu fais ? Tu te poses, C'est ça, je me pose. Alors moi, ce que je fais beaucoup, c'est beaucoup de méditation, beaucoup de respiration. On n'a pas besoin d'y passer 2 heures par jour, mais simplement de la respiration en cohérence cardiaque pour apaiser le mental, pour se recharger, se ressourcer 5 minutes par jour. Déjà, c'est énorme. Et s'il y avait peut-être qu'une seule chose que les personnes qui écoutent ce podcast pourraient faire, si elles ne le font pas déjà, c'est ça. C'est mettre en place la cohérence cardiaque 5 minutes par jour. Ouais. Voilà, 5 minutes par jour. Moi, je sais que je le fais tous les jours. Quand je ne le fais pas, je le sens tout de suite, en fait. Ah ouais. Parce que je suis hypersensible, je suis au potentiel émotionnel. Donc, il y a des avantages et puis il y a aussi des inconvénients. Et l'inconvénient, c'est que du coup, je peux avoir beaucoup, beaucoup de pensées. Je peux ressentir beaucoup de choses. C'est-à-dire, si moi, je ne me recharge pas, je sais que je vais être dépassée, en fait, par moi-même.
par mon flot de pensée, mon flot d'émotions, etc. Et puis la société va nous inviter aussi là-dedans. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est, je parle souvent, et j'en parlais dans la formation que j'animais ce matin, je parle souvent des 3 amis intérieurs. La tête, le corps et le cœur. Tête, corps, cœur. Et dans nos sociétés, on est plutôt, qui doivent être, donc ces 3 amis, ces 3 parties de nous, doivent être à part égale en fait. Donc 33,33%, 33,33%, 33. Donc en fait, mais dans notre société, on est souvent à 80% dans la tête. On oublie qu'on a des jambes, qu'on a des corps, qu'on a un corps, on oublie qu'on a des sensations physiques, corporelles. C'est vraiment se reconnecter à ses sens. Et puis on oublie qu'on a un cœur en fait, qu'on n'est pas là juste pour réfléchir, on est là aussi pour ressentir, pour se faire plaisir, pour kiffer. On n'est pas là juste pour... c'est quoi la vie ? C'est pas juste abattre des to-do list. Voilà. C'est qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait du bien en fait, qu'est-ce que j'aime vraiment. Et parfois on sait même plus ce qu'on aime. J'en parlais avec une cliente ce matin, elle me dit je sais plus ce que j'aime. Parce qu'on sait plus parfois. On est tellement dans notre mental, dans des automatismes, etc. C'est sûr. Et dans plein de conditionnements aussi. Mais là, je pourrais pas en parler pendant des heures. On peut travailler sur son enfant intérieur, sur plein de choses pour vraiment se libérer de tout un tas de freins, de blocages, d'injonctions qu'on a intégrées de notre société, mais aussi de notre enfance, notre éducation, notre famille, tout en fait. Donc c'est se libérer de ça pour... oui, ça, de toute façon, ça fait du bien. Mais écouter son intuition, écouter son cœur, c'est déjà... redescendre en fait dans son corps, dans ses sensations. Donc ça veut dire par la respiration, ça veut dire par aller se reconnecter à la nature. Aller se reconnecter à la nature, même aller marcher 5 minutes, faire le tour du pâté de maison, regarder les arbres, se poser et écouter juste les bruits, et se concentrer juste sur les bruits. Rien faire d'autre qu'écouter les bruits, et que ça. En faisant ça, on ouvre son cœur et on fait de l'espace pour laisser venir les réponses, les vraies réponses, celles qui viennent là. Sinon, quand on vient trop à réfléchir, etc., à faire, attends, le positif, je fais la liste des pour, je fais la liste des contre. Oui. Quand on est dans quelque chose de très analytique, et notre cerveau, évidemment, on l'adore et on en a besoin, sinon on ne serait pas des êtres humains évolués et conscients. Mais malheureusement, il a aussi ses défauts. Voilà, notre programme, notre disque dur qui fonctionne, qui carbure en permanence. Donc, c'est vraiment rééquilibrer ça, en fait. Et moi, je sais que si je ne me ressource pas, ça passe aussi par le sport. Ça passe par des temps de pause, des temps de sieste. Ce que j'étais incapable de faire avant. Hein. Incapable. C'est se faire passer en priorité. C'est vraiment s'écouter soi et prendre le temps. Je crois que l'intuition, de toute façon, c'est comme tout. Ça se travaille. On a tous, hein. Il n'y a pas, oui, moi j'ai pas d'intuition, ou on a tous de l'intuition, tous, c'est juste qu'elle est un peu cachée par plein de couches. Le raisonnement, quoi. Par plein de couches de mental, par plein de couches, par des injonctions, par des pensées limitantes, par plein de choses. Et donc c'est vraiment faire la place en se reconnectant à son corps, en faisant des choses qu'on aime, en faisant des choses qui nous font kiffer, en se connectant aussi aux autres. En nourrissant son cœur, se faisant plaisir et voilà, c'est comme ça que je fais pour répondre à ta question. Comment je fais pour prendre une décision? Moi, parce que aussi je travaille beaucoup sur moi, donc pour moi c'est assez. Oui, c'est naturel peut-être. Je peux le faire peut-être plus rapidement, mais quoique, même encore aujourd'hui, j'ai encore des voilà. Je prends un temps avec moi-même. Je me dis ok, moi j'écris aussi beaucoup. J'écris ma question. Ça, je le dis aussi aux personnes qui écoutent. Le journaling, donc écrire. Ça, quand je ne sais pas, juste en fermant les yeux et en posant la question, j'ai pas de réponse claire. Je sens que ça part un peu dans tous les sens, qu'il n'y a rien qui vient naturellement, spontanément, parce que l'intuition, elle vient en une demi-seconde. On la perd quand on réfléchit trop, au bout d'une minute, c'est plus l'intuition qui parle. L'intuition, c'est immédiat. Donc si en se connectant à soi, en se reposant la question, la réponse, elle vient pas tout de suite, ou qu'il y a trop de choses, ou que c'est encore confus, moi je sais qu'écrire en posant ma question, je l'ai fait à plusieurs reprises, et ça m'aide vraiment, parce qu'au départ, c'est le mental qui écrit, qui va dire, et vous pouvez vous poser la question, en quoi c'est positif pour moi de faire ce choix-là, ce choix A, et en quoi c'est positif pour moi de faire ce choix B. Voilà. Ou pourquoi je dois faire ce choix A, pourquoi je dois faire ce choix B, et donc j'écris, je commence à écrire. Donc au début, c'est le mental qui écrit, donc c'est le conscient, mais très vite, c'est l'inconscient qui va prendre le relais en fait. D'accord. Parce que l'écriture, ça permet vraiment, c'est comme si ta main... Ça se libère un peu. Ça se libère aussi. C'est comme si ta main, c'était le relais entre ton cerveau
c'est un peu c'est comme si c'est comme si c'était ton cœur qui s'exprimait à travers le stylo, quoi. D'accord. Au début, c'est ton cerveau qui va écrire, hein. Tu vas réfléchir très De manière cartésianement. cartésienne. Et puis petit à petit, plus tu vas écrire, plus ça va, c'est ton intuition, ton cœur qui va prendre le relais. Et là, moi, je l'ai fait récemment là pour un choix que j'avais à faire. Et en vrai, je savais quand même la réponse. Surtout que mon corps me l'a dit, c'est écouter son corps aussi. Le corps sait, le corps sait. Il suffit de demander à son corps. Où est-ce que c'est léger, où est-ce que c'est lourd, comment est-ce que je me sens quand je pense à ça. Est-ce que j'ai une boule dans la gorge, est-ce que je me sens lourde, est-ce que c'est léger, ou qu'est-ce que je ressens. Et parfois on est tellement pollué par le mental qu'on n'arrive même plus à laisser sortir les émotions. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais oui, ça, j'écoute mes émotions, j'écoute mes sensations corporelles, j'écoute la voix ce qui va venir de façon intuitive, donc rapidement, spontanément. Et écrire, je l'ai fait récemment et c'était évident, quoi. C'est-à-dire que j'ai déroulé, j'ai écrit la réponse A et la réponse B, je pouvais t'en faire 4 pages, quoi. Ouais. Et donc là, c'était... la réponse est assez claire rapidement. Voilà comment je peux donner des trucs et astuces pratico-pratiques. Ouais, carrément. Parce que c'est vrai que c'est des grands mots, écouter son cœur... Oui, mais en vrai, on sait pas. Écouter son intuition, mais on sait pas. Et on dit, ok, super, mais je fais comment? Je veux bien, mais c'est quoi le cœur? Comment il parle? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Comment je fais la différence entre ma tête, mes pensées, mon ego, mon mental et mon cœur, vraiment? Ce que j'ai au plus profond de moi, on sait pas, et c'est normal en fait. Ouais, complètement. Mais ça s'apprend, ça aussi. C'est comme pour tout. Ouais, ça se travaille. Ça se travaille. Ouais. Très intéressant. On arrive à notre dernière question. Est-ce que tu as un mantra qui te motive au quotidien? Alors, à part écoute ton cœur. Mais tu as le droit de le dire, si c'est ça. Alors, j'en ai plusieurs en fait. J'en ai plusieurs et je change un peu. J'en ai plusieurs. Donc là, tu vois, j'en ai plein qui me viennent là. Mais souvent, ce qui me vient, c'est j'ai confiance en moi et je me fais confiance. Et j'ai confiance en moi. Et je suis remplie de gratitude pour moi et pour la vie. Voilà. Ouais. C'est chouette. Ouais. C'est ça. Bah écoute, t'en avais un autre? Non, j'en ai plein d'autres, mais il faut pas me lancer. Okay. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Virginie pour cette interview. Et j'ai trouvé ça passionnant, tous ces sujets. Merci pour toutes tes questions. Ça me passionne aussi, donc vraiment super. Et puis belle continuation. Ouais, merci beaucoup. Projets. Merci beaucoup Bénédicte, merci à toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.